Si monter un business, c'est d'aller de 0 à 100, moi je m'éclate de 0 à 30. J'aime bien 30 à 60 et 90 à 100, ça me donne envie de me tirer une balle. Si vous voulez lancer correctement un business commercial en France, faites. Tu as 100 000 euros de budget pour le lancement de ta boîte. Comment tu l'utilises? Comment on va plus vite? On va plus vite avec des biais d'action. Tu as les biais de réflexion, les biais d'émotion, de ressenti et les biais d'action. Mes boss ont toujours été dans d'autres pays, parlant d'autres langues. La personne qui m'a recruté chez Uber a été à Chicago, c'est un Américain. Culture start-up chinoise, c'est une culture de l'exécution avec peu, voire pas de vision strat. Country manager, c'est a priori le plus gros périmètre que tu peux avoir sur un pays. C'est-à-dire que même quand ça se passe bien, tu te prends beaucoup d'échecs. Bonjour à tous, je suis Noémie Tur, j'ai cofondé Elio avec mon associé Claire. Notre mission chez Elio, c'est de booster la croissance des entreprises ambitieuses en structurant et accélérant les fonctions commerciales via l'intervention de nos Head of Sales part-time. Grâce à Elio, on rencontre tous les jours les plus grands Head of Sales du marché français et nous avions à cœur de vous partager ces discussions pour que vous puissiez vous aussi vous cultiver commercialement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous recevons Grégory Blé-Desforges. Grégory, c'est un serial killer du lancement de marché. Après une formation chez TF1 et chez Google, il a eu la chance d'accompagner les lancements sur le marché français d'entreprises comme Pinterest, TikTok et plus récemment Uber Advertising. On n'est pas sur des petites entreprises. Nous allons donc passer les 45 prochaines minutes à échanger avec Grégory sur son parcours et pour déceler les clés de comment est-ce qu'on réussit du country management. Grégory, merci d'être là. Bonjour, merci de me recevoir. Je te propose de commencer ce podcast en te présentant. Grégory, 44 ans, 3 enfants. Je leur passe un petit coucou puisqu'ils regarderont. 3 garçons qui nous rendent la vie un peu compliquée, mais qu'on aime plus que tout au monde. Et à côté de ça, spécialiste des médias, un peu plus de 20 ans dans cet écosystème. Une première moitié de carrière dans des fonctions, on va dire, avant-vente. Innovation, strat, marketing, ce genre de choses. Et puis depuis une dizaine d'années, effectivement une fonction commerciale, découverte chez Google, et ensuite approfondie, comme tu le disais, avec une spécialisation lancement de marché dans quelques autres boîtes sur les 10 dernières années. Très bien. Est-ce que tu peux peut-être expliquer pour commencer ce podcast, qu'est-ce que c'est le lancement de marché? Alors le lancement de marché, c'est, comme un peu son nom l'indique, c'est un business existant, en règle générale d'une boîte étrangère, très souvent dans la tech ou dans la tech américaine. TikTok, c'est chinois, mais c'est le même principe qui s'opère, qui ont déjà un business, qui opèrent déjà dans un certain nombre de pays et qui, à un moment, se disent, tiens, tel pays, c'est notre prochain lancement. Et donc, ça commence en règle générale par le recrutement d'un head of sales, qu'on appelle parfois country manager, qu'on appelle parfois general manager. Enfin, il y a plein de noms, mais c'est la même chose. C'est la pierre angulaire, c'est la première personne qui va arriver et qui va avoir pour mission de lancer le business, donc le revenu, en passant par donc du recrutement des équipes, pardon pour l'anglicisme, un go-to-market, donc une stratégie opérationnelle de comment on veut se lancer. Et puis ensuite, les process, les outils, enfin bref, tout ce qu'on fait habituellement lorsqu'on lance un business. Ok. Donc toi, tu as eu la chance de le faire plusieurs fois. À différents stades et avec différents niveaux de responsabilité. Mais oui, là, je l'ai fait 3 fois de suite. Comment on fait pour devenir un country manager? Parce que tu dis que tu as eu une formation avant-vente, commerciale, mais c'est quoi pour toi les prérequis d'un bon country manager? Je suis pas sûr que j'ai une vraie bonne réponse. C'est pas grave. Je peux dire pour moi. Oui, bien sûr. Ce qui est clair, c'est que c'était pas une volonté de ma part. Okay. Donc, c'était pas un plan de carrière en disant je veux devenir country manager. Okay. Ça a plutôt été qu'est-ce qui m'intéresse et qu'est-ce que j'ai envie de faire et d'apprendre à chaque changement de poste, voire parfois d'entreprise. Et justement, sans trop de réflexion, juste, il y a des choses que je trouvais sexy, il y a des choses que je trouvais moins sexy. Mais ce que ça m'a permis de faire, c'est, je pense, et c'est ce qui m'a aidé par la suite, ça m'a permis de, je sais pas si c'est le bon mot, d'arrondir mon CV. Okay. De pas être spécialiste d'une chose et uniquement d'une chose. Alors, je le suis quand même parce que je suis un spécialiste des médias. Mais derrière ça, j'ai fait plein de fonctions différentes.
je comprends à la fois l'écosystème, mais aussi au sein d'une entreprise, les différentes équipes support, donc comment ensuite travailler avec elles. J'ai fait aussi, puisqu'on est dans les médias, donc on parle souvent du tunnel, donc le haut de tunnel plutôt branding, le bas de tunnel plutôt performance. Chez TF1, chez YouTube, j'étais sur le haut, chez Google, j'étais sur le bas, donc ça me donnait aussi une bonne compréhension de l'ensemble du tunnel. Et puis donc toujours cette idée donc de découvrir de nouvelles choses, c'est aussi ce qui m'a amené à devenir commercial. Sans que ça soit pareil un choix de carrière. C'était pas dorénavant, j'ai compris, je souhaite être commercial, ça y est, c'est parti. C'est plutôt ça j'ai jamais fait. Allons-y, découvrons. Et puis ça m'a plu, et donc 10 ans plus tard, j'y suis toujours, mais c'était pas une volonté. Donc voilà, donc ce CV, on va dire un peu rond par manque de meilleurs mots. Et puis ensuite, ça a été, comme souvent, des étapes. Si je regarde de Pinterest, je faisais partie du tout petit noyau initial qui s'est lancé. Et donc, j'ai découvert ce que c'était que lancer un pays. Le premier deck, on n'a pas de narratif, il faut aller voir, alors dans notre monde, plutôt les agences médias, mais aussi les annonceurs en direct. Enfin, il y a littéralement tout à faire. Aider au recrutement, structurer les outils, les mettre en place, les process. Donc, ça, je l'ai vécu, mais sans en avoir la responsabilité. Donc, j'ai vécu l'exécution. Chez TikTok, je suis arrivé dans une phase 2. J'ai un peu oublié, mais je pense qu'il s'était lancé en France au moins 1 an et demi, 2 ans avant ça. Il y avait déjà beaucoup d'équipes. Il y avait au moins 60-70 personnes déjà en France. Je ne peux pas donner de chiffres, mais ils faisaient déjà des chiffres de revenus très significatifs. Et moi, je faisais plutôt partie d'une deuxième vague où justement les équipes avaient tellement grossi qu'il fallait venir structurer, mettre un peu plus de management, un peu plus de process. Et voilà, donc on était quelques-uns à être arrivés à ce moment-là pour venir justement aider à la structuration. Donc là, c'était pas la création, c'était plutôt la structuration. Et dans une boîte dont la croissance était absolument folle, où il n'y avait pas le temps de consolider l'existant pour repartir sur une nouvelle base de croissance, comment, alors qu'on est encore en train de croître, on essaye quand même finalement de consolider tout ça pour travailler, pour préparer la phase de croissance suivante. Et en ayant fait ça, quand Uber est venu me parler et me dire « Est-ce que ça pourrait vous intéresser ?» Donc, de mon côté, c'était très clair. Oui, ça m'intéresse. Employé numéro 1 en France, mais même en Europe. Et puis, contrairement à un Pinterest, par exemple, Pinterest, en fait, quand je suis arrivé, on lançait la France, mais il y avait plein d'autres pays qui étaient déjà lancés. Donc, il y avait une base, il y avait des équipes globales, il y avait déjà quand même des narratifs, des outils. Il fallait l'adapter au marché français, mais il y avait quand même une base existante. Là, littéralement, il n'y avait rien. On a lancé dans 10 ou 12 pays. Ils sont tous lancés ensemble. États-Unis, très légèrement en avance de phase, parce qu'ils recrutent plus vite. Donc, ils avaient 3 à 6 mois d'avance sur les autres, mais ils découvraient quand même tout. Et donc voilà, donc moi, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Mais après, je pense que ce qui leur a plu de l'autre côté, c'est justement cet aspect un peu touche à tout. Et alors qu'il fallait tout structurer, pas seulement arriver avec une casquette commerciale, genre, ah oui, moi, ce bout du travail-là, je le connais très bien, mais cette capacité de comprendre, attendez, si vous voulez qu'on arrive à tel niveau de maturité, donc tel niveau de revenu, tant de personnes, et ainsi de suite, est-ce qu'on est bien clair qu'en termes d'équipe support, on a ce qu'il faut au niveau du marketing, on a ce qu'il faut au niveau de la compte management, et puis de sales ops, et puis de plein de fonctions support comme ça. Voilà, et donc c'est cette vue un peu d'ensemble qui est nécessaire. Enfin, je suis en train de réaliser que c'est un long déroulé pour revenir à la question initiale qui est qu'est-ce qu'il faut pour être un country manager. C'est intéressant. Et je pense que c'est ça qu'il faut, c'est la compréhension de son job, qui est un job commercial, une vue d'ensemble qui permet de comprendre aussi toutes les équipes avec lesquelles on va travailler et pour savoir où sont les besoins. Évidemment aussi un peu d'adaptabilité pour être capable de travailler ensuite avec ces gens-là. Il y a un rapport humain évident. Mais donc, il faut ça. Et j'aurais tendance à dire aussi une assez forte autonomie
parce que on va pas parler de pivot, parce que c'est pas dans une logique de start-up, mais néanmoins, il y a quand même cette logique de on pose une stratégie, quand elle fonctionne pas, comment on la change. Typiquement, chez Uber, quand je suis arrivé, le temps de recruter des équipes, j'ai passé 6 mois tout seul, dont 4 où j'avais déjà un quota. Donc je devais recruter les équipes, commencer à structurer, penser stratégie, politiquement en interne, parce que Uber a d'autres business existants, commencer déjà à travailler avec tout le monde et générer du revenu. Stratégie initiale, stratégie du one-to-many, je vais aller voir toutes les agences médias, et puis justement, on va travailler ensemble et elles vont être ma force commerciale. Bon, force est de constater que quand on démarre, même si Uber est un nom connu, ce qui aide déjà à avoir les premiers meetings, on n'a pas encore un produit qui est approuvé. Enfin, le retour a été poli, mais pas enthousiaste. Donc il a fallu, encore une fois, le mot est beaucoup trop fort par rapport à ce que fait une startup, mais pivoter de stratégie et se dire, ok, non, on va plutôt aller attaquer les annonceurs en direct. Ça a immédiatement un impact sur les profils de gens que tu veux recruter. C'est initialement des gens d'agence intéressants, parce que justement, il va falloir savoir comment travailler cette relation. Là, d'un coup, c'est « Ah non, en fait, il me faut des spécialistes par industrie. » Donc, notamment de la publicité sur Uber Eats, évidemment, toute la restauration rapide, qu'on appelle QSR dans le jargon. Mais en fait, avoir une personne qui est spécialiste de cette industrie-là, d'un seul coup, ça prend tout son sens. On a un marché, on va dire, porteur à l'international en France. On n'a pas qu'un, mais on a une industrie très forte qui est le luxe. Avoir une personne très identifiée sur le luxe et qui est capable très rapidement d'avoir, grâce à son réseau et à sa maîtrise de cette industrie, capable d'ouvrir les portes, ça devient très important. Est-ce que peut-être, je fais un pas de côté, expliquer en niveau CP à nos auditeurs exactement ce que tu vendais chez Uber et aussi chez Pinterest et chez TikTok, c'était la même typologie. Et peut-être juste comment le marché simplement est organisé pour que tout le monde puisse bien suivre ensuite nos échanges. Je pense que c'est important. C'est vaste comme question. Le marché, il est organisé, si je simplifie, en 3 types d'acteurs. Il y a des annonceurs, donc ceux qui ont un produit, un service sur lequel ils veulent communiquer, et des pubs, pour faire simple, qu'ils veulent ensuite mettre devant les yeux du plus grand nombre ou des plus pertinents. Exactement. Pour ça, ils vont avoir en face des régies. Les régies, c'est l'inverse. Ce sont des gens qui ont une audience, qui ont une capacité de ciblage, qui ont un produit publicitaire. Ils vont dire, viens faire cette publicité chez moi parce que... Et là, les USP divergent, mais globalement, chacun arrive en disant, moi, ma force, c'est d'être très fort sur la création de ta marque, c'est d'être très fort sur le développement de tes ventes, c'est très fort sur les jeunes, sur les moins jeunes, sur... Voilà. Et les régies. Et au milieu, mais pas de manière systématique, parce que les deux peuvent parler ensemble, au milieu, tu vas avoir des agences médias dont le travail est de connaître toutes les régies, de savoir quelles sont leurs forces et leurs faiblesses, pour que quand un annonceur vient les voir et leur dit voilà ma prochaine campagne, voilà mon produit, voilà mon brief, ils sachent orchestrer la campagne média pour auprès des régies. Si je simplifie à mort, ce serait un annonceur, ça peut être un Coca-Cola ou un Nike. Une régie, c'était toi du coup, c'était un TikTok, c'était un Uber, c'était un Pinterest. Mais c'est TF1 et c'est RTL. Exactement. Enfin, TF1 pub, oui. RTL, la régie d'RTL. Voilà, c'est tous les supports qui génèrent une audience. Et les agences médias, les noms les plus connus en France, c'est des Havas, des Publicis, donc des grands groupes qui permettent justement cette mise en relation entre les deux. Est-ce que tu as, au cours de ta carrière de country management, repéré des outils ou des process ou des structures de pensée qui t'aident à justement sortir mieux, plus vite ce genre de narratif? Ou est-ce que c'est toujours de l'itération et un peu le bazar
à mettre en place, en fait. Non, pas. À force de le faire, t'as un peu des réflexes. Si tu peux les partager, c'est du nuggets pour... C'est hyper spécifique. Oui, je pourrais partager, mais c'est hyper spécifique à, là, le média en particulier, mais c'est ce qu'on appelle les rivières de pensée. C'est-à-dire que quand il a plu la première fois sur ton cerveau, qui est une montagne, le premier chemin, il peut partir tout à droite, il peut partir tout à gauche, c'est très variable. Et à force qu'il pleuve, à force d'être toujours dans les mêmes situations, ça creuse, et une fois que le sillon est creusé, ça devient de plus en plus difficile de sortir de ce sillon. Okay. Et à la fin, ça fait carrément des rivières. Et en fait, il y a un stimuli qui arrive. Ton cerveau est fait pour optimiser. Et donc, il fait le raccourci. Il dit, mais ça, je l'ai vu 10 fois. Ouais. Bon, tu m'as dit ça, ok, on arrête tout le truc et je te donne directement la réponse. C'est un biais cognitif connu. Mais à côté de ça, je trouve que en fait, ce qui fonctionne le mieux, c'est pas un outil, c'est pas un process, c'est pas une façon de faire, c'est un attribut particulier des gens que tu recrutes, qui est le côté justement être soi-même un peu entrepreneur sur son scope, et cette capacité à comprendre que tu as la gestion d'un périmètre, quelle que soit sa taille finalement, parce que country manager, c'est a priori le plus gros périmètre que tu peux avoir sur un pays, mais en fait chacun a son périmètre en dessous. Et il y a des profils, il y a des personnalités qui aiment bien quand tout est très structuré et mon job, c'est très exactement ça. Et je vais délivrer 20 sur 20 à chaque fois. Et il y a des gens qui sont qui ont plus d'appétence sur le démarrage et qui naturellement vont dire « Ah, attends, on l'a fait comme ça, on pourrait le faire comme ça, attends, on y va » avec cet enthousiasme, cette façon de vouloir avancer. Je trouve que ça a beaucoup plus de valeur sur le fait de réussir à aller vite. Ouais. Là, je parle que pour moi, mais si monter un business, c'est d'aller de 0 à 100, dans ma tête, pour moi, c'est très, très clair. Moi, je m'éclate de 0 à 30. J'aime bien 30 à 60. Je peux faire 60 à 90. Et 90 à 100, ça me donne envie de me tirer une balle. Okay. Et il y a des gens qui sont totalement l'inverse, et le foutoir du démarrage les fige, et aiment bien, au contraire, accélérer, et ainsi de suite. Et dans les profils que je recrute, je regarde ça. J'ai d'ailleurs une question que je pose assez régulièrement, voire même systématiquement. Ma dernière question d'entretien. Alors déjà, le premier entretien, c'est toujours les RH pour faire un tri. Et là, il y a un travail à faire en binôme pour s'adapter l'un à l'autre. Ça prend quelques semaines, quelques mois pour se connaître et dire « j'ai compris ce que tu recherches » et ainsi de suite. Et je suis systématiquement le premier entretien après pour faire une sélection. Ensuite, il y a le reste du process et à la fin, il y a un panel avec un cas et ainsi de suite dans lequel je suis de nouveau. Mais la raison pour laquelle je suis au tout début, c'est justement pour tester un peu plus cette mentalité. On ne parle pas du tout du CV. Le CV, je l'ai lu, c'est pas ça le sujet, ni des expériences. C'est vraiment la mentalité. Et donc, la dernière question que j'aime bien poser, c'est tu lances ta boîte. Je veux bien savoir ce que tu lances. Et rien que cette question-là, entre des personnes qui disent ah, attends, qu'est-ce que je pourrais lancer, versus ceux qui disent j'ai pas d'idée, mais ça, je trouve ça intéressant. Allez, on va dire que je lance telle boîte. Et toi, qui ont déjà eu cette mécanique de attends, ça, j'ai pas, mais on va se débrouiller, c'est parti. Et encore mieux, ceux qui disent moi, en fait, j'ai lancé, j'ai un side business, ou si je me lance un jour, c'est hyper clair, c'est pour lancer ça. Déjà, ça te donne une idée finalement de la personne. Ouais. Et puis, derrière, pour rajouter, là, c'est un peu plus pour comprendre un peu ce qu'il est fait, Didier, moi, je leur demande, et donc, tu as 100 000 euros de budget pour le lancement de ta boîte, de budget média. Comment tu l'utilises ? Il n'y a pas une bonne réponse. Ouais, bien sûr. Clairement pas. Mais ça permet de comprendre comment ils rebondissent. Ensuite, je trouve que c'est une question très intéressante pour ça, et ça permet de voir ce type de profil. Et par-dessus ça, je rajoute une autre chose, c'est je suis assez friand de plein d'outils de compréhension des profils.
Chez Google, c'est Inside Discovery, qui s'appelle parfois Disc aussi en France, avec les couleurs, que j'adore, que j'ai fait faire à toutes mes équipes à chaque fois. Il y en a un autre que j'aime beaucoup qui s'appelle Enneagram. Enneagram qui est un peu plus sur ta personnalité et ce qui te drive. Et au-delà de quel profil tu es, il te donne quel est ton biais. Et donc, tu as les biais de réflexion, les biais, je ne sais plus comment il l'appelle, mais en gros, d'émotion, de ressenti, le gut feeling, et les biais d'action. Moi, j'ai un énorme biais d'action. Et c'est pas forcément volontaire de ma part, mais je constate que les gens que je recrute, en général, ont un gros biais d'action. Et encore une fois, j'ai fait de nouveau une longue... On est là pour ça. Voilà, pour revenir sur la question initiale, comment on va plus vite ? On va plus vite avec des biais d'action. Ok, intéressant. Qu'est-ce que tu entends par biais d'action, peut-être pour bien clarifier pour tout le monde ? C'est des gens, c'est quel type de profil, tu vois ? Faisons simple et trouvons un truc de tous les jours. Tu veux faire de la danse, je dis vraiment n'importe quoi. Tu veux faire de la danse, tu sais pas encore quelle danse tu veux faire et tu sais pas dans quelle association, club tu veux le faire. Biais de réflexion, tu vas prendre le temps. Et avant de faire quoi que ce soit, tu vas réfléchir. Pourquoi, comment, à quel moment, comment ça va dans ta logistique, celui-là il est plus loin, celui-là il est pas loin, tout. Pour prendre ta décision, tu as besoin de réfléchir. Biais de ressenti, d'émotion, tu vas peut-être plutôt aller sur place, rencontrer les gens. J'ai eu un contact là, il y a un truc, je trouve ça intéressant. Je sens que c'est ça la bonne idée. Et biais d'action, c'est ni l'un ni l'autre. On y va. Et puis, si c'est pas ça, ok, on arrête et on fait autre chose et on y va. Et donc toi, tu trouves que le biais d'action, ça marche bien avec le profil de Country Launcher, du coup ? Oui. Ouais. Ce qui veut pas dire, faut évidemment pas que ça soit dans l'extrême de j'ai vraiment zéro réfléchi, on fait n'importe quoi, n'importe comment et qu'on n'est pas capable de se remettre en question. Hein. Mais ouais, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de manières différentes de le faire que si tu te laisses prendre par de la réflexion ou trop de réflexion ou trop de ressenti, il y a un moment... Mes 6 premiers mois, c'était 8h, 23h tous les jours et avec une to-do list qui ne désemplit jamais. Donc, si en plus tu ne fais pas, il faut quelqu'un quand même qui y aille et qui... Toi, là, pareil, dans les profils, le biais d'action, souvent, c'est des gens qui aiment bien faire une to-do list et qui retirent une satisfaction à l'idée d'avoir rayé ou tiqué effectivement quelque chose sur leur to-do list. Voilà, il faut ça, il faut avancer. Quoi. Ok, hyper intéressant. Ça m'emmène au sujet recrutement, du coup, puisque quand tu es country manager, évidemment, tu réfléchis à quel narratif t'amènes sur ton marché, mais après, il te faut des gens avec toi pour l'amener. Qu'est-ce que c'est tes apprentissages, un peu tes secrets côté recrutement quand on lance un marché ? Parce que j'imagine que tu n'es pas... j'en sais rien, mais que tu peux pas recruter 200 personnes d'un coup, quoi. Enfin, comment on fait, en fait, pour recruter quand on lance un marché ? Alors déjà, effectivement, il faut estimer sa croissance future et bien calibrer. Avec 2 écueils de chaque côté, un écueil de chaque côté. Premier écueil qui est de ne pas recruter assez. Et alors que c'est en train de monter en période que tout le monde soit systématiquement sous l'eau, et c'est pas tenable. Éviter l'écueil inverse aussi, qui est de beaucoup recruter et te rendre compte que ta productivité par tête ne va pas, et te retrouver à avoir une pression par les coûts que tu as engagés et non pas par la réalité de ce à quoi tu peux prétendre. Donc là, il n'y a pas de réponse officielle, mais il faut réussir à se mettre au bon endroit. Donc ça, c'est comment tu le réfléchis, et ça, c'est par phase. Typiquement, si je prends l'exemple de Uber, donc 6 mois seul, 6 mois à 5, le cœur initial du réacteur. Démarrage de traction, on peut monter à 15. On sent que ça y est, ça va accélérer, et là, il faut anticiper pour la 3e année, on va dire. Et là, on passe à 30 sur la partie commerciale.
et une dizaine sur la partie XFN. Donc, il y a ces séquences-là. Et de nouveau, pas avec les mêmes... C'est quand même des profils relativement proches. Hein, mais d'un seul coup, tu as des besoins exprimés sur « Ah, on a vu que telle industrie est en train de prendre... Là, on a besoin d'un spécialiste à tel endroit. Et ça, on n'aurait pas pu le savoir 6 mois plus tôt. » Donc, il y a besoin de ça. Il y a donc le process après de recrutement. Et j'ai commencé à en parler un petit peu, mais moi, de vérifier qu'il y a des attributs de personnalité qui sont là. Et derrière, je rajoute quelque chose que j'ai appris chez Google. Google, on teste 4 piliers dans un recrutement. Il faut que je les retrouve. On teste GCA, General Cognitive Ability. Est-ce que tu réfléchis bien? Donc, on te donne un peu des petits problèmes, comment tu réagis par rapport à ça. RRK, Role Related Knowledge. Est-ce que concrètement, tu sais de quoi tu parles et tu sais faire le boulot? Ça, typiquement, ça va être fait par quelqu'un qui a le même travail et qui vient tester les compétences de la personne. Tu as leadership. Et leadership, c'est pas forcément que pour le top management, c'est pas la vision et ainsi de suite. C'est un peu ce que je disais sur être son propre entrepreneur. C'est sur mon périmètre. Je vois quelque chose qui ne va pas. Je prends le lead. J'y vais, je fais et je propose. Et le dernier, dont la définition n'est pas hyper claire, qui était googliness, qui est est-ce qu'on a envie de travailler avec toi. En général, fait par quelqu'un qui n'a rien à voir et avec qui tu ne bosseras jamais. Pour essayer d'enlever les biais, justement, et d'être juste sûr, est-ce que tu corresponds à la culture et aux valeurs de l'entreprise. Donc, je fais le premier pour vérifier l'attribut biais et entrepreneuriat. Ensuite, 2-3 entretiens où on demande de vérifier tout ça. Et puis, toujours hyper important, un cas. Et le cas, finalement, j'aurais presque tendance à dire qu'on s'en fiche de ce que c'est. Est-ce que c'est un premier contact? Est-ce que c'est une QBR, donc un moment de bilan avec ton annonceur pour... on s'en fiche. Ce que ça permet de voir, c'est la bonne compréhension du produit, la bonne capacité à connecter avec un client, à poser les bonnes questions. Et là, voilà, on est en panel et ça se passe plutôt bien. Et je rajoute par-dessus ça un truc qui est très important. Alors, pas au début parce que j'étais tout seul, mais dès que j'ai eu d'autres personnes, faire confiance au panel. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans des situations où je n'étais pas d'accord avec la décision commune. Donc, quand moi j'étais oui et que les autres étaient non, on ne saura jamais si on s'est trompé ou pas, puisqu'on n'a pas pris la personne. En revanche, quand c'est de l'autre côté, je dirais qu'à 2/3, l'ensemble du process a eu raison. Marrant, ok. Contre mon avis. Et ça, je le respecte. Et notamment parce qu'il faut que ça soit le cas, quand le noyau dur dont j'ai parlé, les tout premiers, les 3, 4, 5 premiers, quand on a... Ceux-là, ils sont vraiment hyper importants, parce que c'est la base sur laquelle tu vas t'appuyer. Ça sera les plus seniors quand d'autres arriveront. C'est ceux qui font qu'au démarrage, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Et ce sont eux qui seront les garants de la façon de faire, la façon de penser, la culture de l'équipe après. Donc, hyper important de ne pas se tromper sur cela. Et une fois qu'ils sont là et que ils ont posé justement du RRK, du machin que toi, tu n'as pas posé, il faut leur faire confiance. Et je dirais qu'effectivement, sur ces moments-là, à 2/3, j'ai eu raison de leur faire confiance. Alors que sinon, c'est quelqu'un à qui on aurait dit non. Intéressant. Ok. Donc ça, c'est ton process de recrutement. Est-ce que tu as déjà un peu parlé de ce biais d'action, mais si une personne nous écoute aujourd'hui chez Elio et aimerait rejoindre une aventure de launch de country management, peut-être les 3 qualités indispensables. On a noté l'action. La vraie compréhension de son marché, de manière intime. C'est-à-dire que ça peut varier, mais en règle générale, quand tu es country manager, tu es la personne la plus gradée de ton organisation dans ton pays. Donc, il n'y a personne qui peut venir te voir et te dire « Tu es en train de faire ça, tiens, réfléchis, peut-être que
T'as personne pour t'aider. Mm. Mes boss ont toujours été dans d'autres pays, parlant d'autres langues. Mm. La personne qui m'a recruté chez Uber, elle était à Chicago, c'est un Américain. Dès le début, il a été très clair, il dit dans nos one-one, on va parler de toi, tes problématiques et de comment je peux t'aider, au niveau global, en interne, ainsi de suite, mais sur ta stratégie de marché, c'est toi. Bon, il faut avoir une bonne compréhension. Et j'avais jamais pensé, mais maintenant je me le dis, résilience. Déjà une charge de travail très importante. Tu te prends beaucoup d'échecs. Et pas forcément des échecs colossaux, genre c'est la catastrophe, rien ne va. C'est-à-dire que même quand ça se passe bien, tu te prends beaucoup d'échecs. T'arrives pas à avoir le meeting, t'as le meeting, il s'est pas bien passé, tu reviens, la personne que tu avais recrutée, elle t'a dit non. Donc résilience. Ouais, très très fort. Est-ce qu'il y a des échecs que tu as vécu et avec le recul maintenant tu te dis que et tu partages du coup avec nos auditeurs aussi des méthodes pour pas les refaire, des échecs classiques qui peuvent être évités peut-être? Alors je vais essayer de réfléchir à ça, mais en attendant, ouais. Natalia, mon père m'a dit quand j'étais en stage chez Relais et Château, je bosse pendant 3 jours sur un projet. Et ça n'existe plus maintenant, mais à l'époque, sur Word, il fallait que tu sauvegardes. Et je bosse 3 jours dessus. Et je sauvegarde pas. Et Word plante. Et je perds 3 jours. Et mon père bossait dans l'informatique. Donc je l'appelle paniqué. Je viens de perdre 3 jours de boulot. Machin. Donc il essaye de m'aider à récupérer mon truc qu'on n'a jamais récupéré. Et mon père, toujours très sage, m'a dit la première fois. Parce que je l'appelais, j'ai dit j'ai fait une énorme connerie. Et il m'a dit la première fois, c'est l'expérience. La deuxième fois, c'est une connerie. Et ça m'a marqué. Ouais. Je le dis beaucoup à mes enfants. Et c'est quelque chose que j'applique dans le travail. Même pas de manière consciente, parce que je l'ai tellement imprimé que... Et je suis pas sûr que je puisse lister toutes les erreurs qui peuvent être faites et en disant moi j'ai fait celle-ci, et surtout ne les refais pas, parce qu'en fait, d'une boîte à l'autre, ainsi de suite, ça sera différent. Pour moi, le vrai sujet, c'est t'as fait une erreur, ok, très rapidement, t'as compris, t'as adapté, et tu la feras plus. C'est-à-dire que tu systémises ton approche et tu te dis ça ne m'arrivera plus. Ouais. Là, je trouve que ça a de la valeur. Et donc, moi, des erreurs, j'en ai faites... mais même pas que en tant que country manager. On avait commencé à discuter un peu avant, et donc j'avais réfléchi un peu à quelques petites choses. Et quand je regarde, je suis arrivé chez TF1, je venais d'une toute petite boîte qui avait une culture très entrepreneuriale. Je suis arrivé chez TF1, grosse boîte, culturelle, ainsi de suite. J'ai mis 6 mois à me rendre compte que culturellement, j'étais pas aligné. Et il a fallu que je me prenne des murs pour me dire j'avais pas compris en fait, et que d'une boîte à l'autre, la culture change. Bon à chaque fois que j'ai changé de boîte après, j'ai bien fait attention, c'est quoi la culture, et c'est pas moi qui apporte ma façon de travailler, ma façon de penser, c'est comment ça se passe chez vous. Ok, je vais l'adapter. Et des trucs comme ça, j'en ai eu à chaque fois où tu te prends un moment un mur ou un truc où tu comprends qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu dis ok, là maintenant j'ai compris, et maintenant j'adapterai la prochaine fois dès le départ. C'est intéressant. Et peut-être à l'inverse, si tu penses peut-être à des décisions que tu as prises dans ces expériences de country management qui ont vraiment permis de faire vraiment avancer ou de la croissance, des idées que tu as eues, des décisions que tu as prises qui ont vraiment fait avancer le Schmilblick. Probablement. J'espère quand même. Non, quand même, la réalité, c'est que quand tu es dans des grosses boîtes très structurées, il y a quand même un truc qui fait que tu avances, et toi, ta responsabilité, elle est quand même dans l'exécution. Après, à la marge, tu prends des décisions et tu dis attends, c'est comme ça qu'il faut le faire. De là à dire que ça a bouleversé et que ça a amené une croissance incroyable, j'en suis pas convaincu. Mais en revanche, cette mentalité-là fait que tu mets plein de choses en place
qui t'amène à. Je reprends l'exemple de Uber. Si tu prends McDonald's, nous, sur la partie pub, on voulait travailler avec eux. Mais en fait, Uber Eats, ça travaille déjà avec McDonald's. Donc, il y a eu toute une réflexion sur comment, dans les contrats, on met ou pas des clauses, comment on le structure, comment on arrive à développer ça main dans la main avec les équipes existantes qui n'ont pas forcément toujours envie. En fait, c'était leur contrat, c'était leur compte. Donc, il y a aussi un peu de politique derrière. Voilà, mettre un framework de comment on met de nouveau, pardon pour l'anglais, mais un ads deal, donc j'arrive même pas à le dire en français. Un ajout sur un contrat publicitaire dédié à celui. Ça a de la valeur. Quand un jour mon patron des agences me dit tiens, je connais des gens chez JC Deco. JC Deco, ils te vendent entre autres choses de la publicité en aéroport. Et en fait, quand tu voyages, tu es chez toi, tu prends un Uber, tu arrives à l'aéroport, et quand tu arrives, tu es dans un autre aéroport, et tu reprends un Uber et tu vas sur ton lieu de vacances. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une offre commune où en fait on propose à des annonceurs, avec les deux forces de vente, un package complet tu prends l'intégralité du trajet. Intéressant. Ça a été sorti il y a quelques mois. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font qu'en permanence, tu te dis, attends, elle est où l'opportunité ? Et c'est surtout ça, c'est de ne pas louper l'opportunité quand elle existe. Après, de là à se dire qu'il y a un moment où il y a une décision qui fait qu'il y a un avant-après et c'est l'épiphanie et d'un seul coup, ça n'allait pas et maintenant tout va bien, ça va pas vraiment. J'entends. Je cherche un peu du like. Une question que je me pose, c'est quand je t'entends, j'ai l'impression que le rôle de country manager, c'est un rôle de... Enfin, en fait, c'est 10 rôles dans un rôle, puisque tu as cette partie arriver sur le marché, recrutement, trouver les idées, tu dois tout faire, en fait. Comment tu priorises ? Par itération. Ouais. Enfin, si je suis sincère, au début, et je pense que beaucoup de gens sont comme ça, si tu t'es fait une to-do list avec 10 choses à faire, il y en a où tu vas plus naturellement. Celle où tu sais faire, où tu es un peu en confiance, machin, même si c'est pas la plus importante, naturellement, tu vas vers ce que tu sais déjà faire, ou assez rapidement, tu vas pouvoir dire « j'ai fait un petit shot de dopamine, t'es content, t'as pu rayer sur ta to-do list, tout va bien ». Puis après, il y a tout le reste, qui en général prend plus de temps. Faut que j'écrive mon doc de strat. C'est long à écrire un doc de strat. Et je connais quelques personnes vraiment impressionnantes qui sont capables de se mettre 2 jours enfermés et se dire je fais toute ma strat et c'est parti. Moi, je suis incapable de faire ça. Moi, elle fonctionne par itération. Déjà, dans mon process à moi, c'est-à-dire que je bosse un peu dessus, je suis un peu bloqué, je vais faire d'autres choses. En arrière-plan, ça travaille, je reviens, je fais attends, ça, machin, puis je commence à le présenter à des gens, et puis. Donc en fait, tes gros blocs, en général, quand même, tu les connais, tes gros blocs de priorité. Et moi, je les travaille tous un peu en continu. Il y a des moments où d'un seul coup, on dit la semaine prochaine, il se passe ça, il faut faire ça. Donc, tu en as un qui d'un seul coup devient l'ultra priorité. Mais en fait, tu fais un peu tout et chaque chose se nourrit. Mais c'est pas, je vais faire mon doc de strat. 3 jours. Une fois que j'ai fait ça, j'écris mon narratif. 2 jours. C'est pas un truc séquentiel où tu avances. C'est vraiment un truc où, en permanence, et entre effectivement tout l'externe de présence dans les médias, les premières interviews que tu fais pour expliquer ce que tu vas faire, présence sur le marché avec les autres acteurs, présence en interne, comment tu expliques une nouvelle ligne de business, nouvelle arrivée, qui je suis, bonjour, on va travailler ensemble, voilà ma strat, voilà comment je pense le faire, et ainsi de suite. Bref, tu as tout ça à travailler en permanence. Et donc, voilà, comme je disais, c'est itératif. Et en ayant encore un concept que j'aime bien, et dont je parle beaucoup à mes équipes, c'est le bocal et les rochers, les pierres et le sable. Tu mets le sable d'abord, t'as plus de place. Donc tu mets d'abord tes gros cailloux. Ensuite, tu mets
Non, tu mettais des rochers, pardon. Ensuite, tu mettais cailloux et tu finis avec le sable. Absolument obligatoire. Tu peux te noyer Bien sûr. dans tout ce qu'il y a à faire. Donc, il faut en permanence être très conscient de c'est quoi mes gros cailloux. Et en général, tu les connais. Hein. C'est ceux qui te font quoi, peur. par exemple, et que tu vois, pour les gens qui nous écoutent et qui ont peut-être qui connaissent moins le métier, les gros cailloux de tes 6 premiers mois chez Uber, c'était quoi? Mes gros cailloux, c'était donc écrire ma strat. Énorme. C'était toute la politique interne. La grosse différence de Uber par rapport à toutes les autres boîtes dans lesquelles j'ai été, dans les autres boîtes, la régie était le cœur du revenu. Donc, quand tu as des besoins, tout le reste du business en fait est tourné vers toi et pour t'aider. Chez Uber, pas du tout le cas. On est en termes de revenus, l'épaisseur du trait par rapport au reste. Et donc, tu es une nouvelle ligne de business qui arrive, qui a besoin de travailler avec tout le monde, où il faut que tu prouves que tu vas être un ajout, que tu vas aider tout le monde, et pas être quelque chose qui va les empêcher de faire comme ils faisaient avant, ou de faire moins bien, ou de perturber le business. C'est-à-dire que si je mets une pub dans ton flux de recherche de ton restaurant, est-ce que ça va faire que tu vas moins convertir parce qu'on t'a montré une pub que tu n'as pas décidé et qu'en fait, à la fin, ça va faire moins de revenus sur la partie Uber Eats. Ouais. Tout ça. Donc celle-là, elle était gros rocher. Gros rocher. Voilà. Et puis, j'enfonce une porte ouverte, mais encore une fois, le recrutement. Ouais. Et ce rocher, il est gros et il est long. Il reste longtemps rocher. Parce que le temps qu'en interne, il te débloque tes headcounts. Le temps que, face à une page blanche, tu écrives une job desk. Ça ne s'écrit pas en 2 secondes. Enfin, ChatGPT peut aider maintenant, mais il y a 3 ans, pas. En fait, ça prend du temps. Les process internes font que ce n'est pas publié dans l'instant. Il faut que des gens commencent à le voir. Il faut que des gens commencent à postuler. Tu commences à les voir. Sur les 6 premiers mois, j'ai fait 100 entretiens. J'en avais 4 ou 5 par jour. Ouais. Je faisais quasiment que ça. Biais d'exécution, là, 0 réflexion. Voilà, j'ai ça à faire tous les jours et on enquille et il faut absolument que ça avance. Et puis une fois que tu as trouvé la bonne personne, valider le contrat, la négo, le machin, et puis j'arrive 3 mois plus tard. En fait, ce rocher-là, la perspective de je suis tout seul sur mon canot, tu sais, donc celui-là, tu es obligé de le faire absolument tout de suite. Ouais, c'est ouf. Et est-ce que ces 3 rochers, après 1 an chez Uber, ils ont un peu évolué? Parce qu'il y a des choses que tu vois, 1 an après... Oui, il n'y a plus rien à voir. Le job, tous les 6 mois, il... Et du coup, les trois rochers d'après, pour se rendre compte, je trouve ça intéressant, je trouve ça rigolo. C'est plus le job, c'est plus le même. Le recrutement, il s'est simplifié, évidemment. Parce qu'en fait, tu as déjà des personnes, parce que ces gens-là, ils ont un réseau. Parce que tu bosses de mieux en mieux avec ton équipe Talent Acquisition. Et en fait, ils savent repérer tout de suite et t'amener un meilleur pipe. Parce que c'est plus toi qui fais tous les entretiens. Bien sûr. Donc ça, colossal. La relation en interne, oui, évidemment. Mais c'est long. C'est long. Ça reste un rocher quand même. Ouais. Et en plus, encore quelque chose que je dis à mes équipes. Moi, je suis un partisan la confiance, ça se perd. Ça ne se gagne pas. C'est-à-dire que d'abord, on se fait confiance. Si à un moment, tu me fais défaut, alors tu perds ma confiance. Mais il y a des cultures d'entreprise. Et Uber est une culture de tu gagnes la confiance. Et la confiance, ça ne se gagne pas en 2 secondes. C'est pas on a fait un meeting ensemble et ça s'est bien passé, tout va bien. C'est t'as prouvé encore et encore que tu étais One Uber, que tu allais dans le même sens, que tu faisais les choses pour l'ensemble. Ça, c'est long. Et j'avais dit quoi comme 3e rocher? Tes premiers, c'était recrutement, politique interne et stratégie. Ah oui, et strat. Est-ce que 6 mois après, il y a encore? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses? Ou 1 an après? Ça fait partie de ces choses où je trouve qu'il y a un vrai effet de cliquer. Avec un truc de palier. C'est-à-dire qu'au début, tu as besoin vraiment de faire toute ta strat. Et après, en fait, elle évolue, mais c'est des bouts qui évoluent. Et donc, la charge de ce que tu as fait au début,
Tu la retrouveras jamais avec cette intensité-là. Ouais, bien sûr. Mais après, effectivement, tu navigues, toi, ce que je te disais au début sur agence média. Ouais. Bon, finalement, Client. ça fonctionne pas, donc on va client en direct. La réalité, c'est qu'on a commencé à avoir quelques clients qui passaient par agence média où on devenait un peu gros avec eux. Donc d'un seul coup, Re-agence. re-agence. Ouais. Voilà, donc tu t'adaptes et puis on a des nouveaux produits qui sont arrivés, donc on a pu répondre à d'autres objectifs, donc il a fallu aussi adapter. Voilà, mais ça, c'est de l'amélioration continue. Une fois que tu as fait ton gros bloc initial, sauf à t'être vraiment totalement planté et à faire table rase. Mais non, je pense que si tu en es à ce point-là, c'est plus toi qui fais la strate d'après. Mais ouais, Ouais. Et par exemple, le gros caillou externe. Parce que toi, tu avais une présence assez forte à l'extérieur, justement, avec ce que tu mentionnais, les interviews, les présences sur le marché. Est-ce que c'est un caillou Est-ce que c'est un rocher? Est-ce que ça reste un caillou? Est-ce que ça prend plus de place? Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a de l'évolution sur ça, par exemple? Oui, parce que il y a plusieurs choses. Alors, déjà, avant même que je dise ça, moi, c'est un truc que j'aime bien. Donc, il y a des gens pour qui ça va être un énorme caillou, non pas parce que réellement, il y a des contraintes objectives qui font que, mais juste parce que c'est pas leur naturel et qu'aller parler à un journaliste, aller parler sur scène et ainsi de suite, c'est plus ou moins compliqué pour les gens. Moi, j'ai la chance de pas avoir ça. Mais ensuite, t'es de plus en plus connu, ton entreprise, et toi à titre personnel. Donc en fait, ça s'alimente plus facilement. Ouais, okay. Donc ça simplifie. Deuxièmement, t'as aussi plus de temps. Je trouve que c'est au moment où on a basculé à une taille de 15 personnes où j'ai constaté que j'avais plus besoin, moi, d'être le moteur du dynamisme. J'avais besoin de dire on va faire ça, allez, c'est parti. Et ça suivait facilement parce que c'était des gens qui avaient ce profil-là, mais j'avais besoin d'être ce moteur et de démarrer les choses, ce qui est épuisant et prend du temps. Et une fois qu'on a atteint ce 12-15 personnes, j'ai réalisé que le paquebot était lancé et qu'en fait, même quand moi, je remettais pas du charbon dans la j'allais dire dans la gazinière, non, bref. Bref. Dans la loco. Dans la loco. Ça avançait tout seul, voire même ça pouvait accélérer sans que moi, j'ai fait quoi que ce soit. Ça y est, il y avait une dynamique interne. Ce qui faisait que je me retrouvais avec plus de temps. Donc, je pouvais consacrer plus de temps à l'extérieur. Et enfin, ça s'est aussi amélioré parce que on a, en termes de marketing B2B, on avait fait beaucoup de choses au niveau des industries ou de nos produits ou de nos use cases au début pour prouver notre valeur. Et comme, sans rentrer dans les détails, on avait pas mal de produits différents, on avait besoin de créer un master narratif externe sur Uber Advertising, c'est la régie de. Et on a remis, enfin dans l'allocation des budgets marketing B2B, on a remis des choses un peu plus sur le branding de la régie. Des sponsoring de conférences. Il y a quelques magazines B2B qui sont un peu connus, et ainsi de suite. Voilà, on s'est positionné un peu plus là-dessus pour venir renforcer notre marque employeur. Pas employeur, non, pardon, notre marque professionnelle. La régie, quoi. Ouais. Vraiment. Okay. Est-ce que tu peux peut-être partager ton retour d'expérience sur travailler avec des entreprises américaines et ou chinoises, puisque TikTok est une entreprise chinoise. Ouais. Parce que c'est vrai que dans le rôle de country launch comme tu as pu faire, en fait, tu exécutes un projet américain ou chinois dans le marché français. Ça fait, je sais pas, retour d'expérience sur ça, peut-être à partager. Boîte américaine, j'en ai fait pas mal et pendant longtemps. À titre perso, ça me convient bien. Les choses à avoir en tête, c'est... Ça m'est arrivé notamment chez Google. Enfin, j'ai commencé chez YouTube au sein de ce qui s'appelait pas encore Alphabet à l'époque, mais je suis arrivé en pensant que je parlais bien anglais et j'ai compris ce que c'était que travailler en anglais face à des gens dont c'est la langue maternelle, face à des gens dont c'est pas la langue maternelle,
avec des accents colossaux et où chacun a besoin de venir défendre sa vision de ce truc-là à un niveau global. J'aimerais que ça soit fait comme ça. Donc en fait, la qualité de ce qu'il te faut pour être capable de donner, et je te dis pas A, je te dis A', toi, d'être vraiment pointu, le mélange des accents, comprendre 100% de ce que ça prend du temps. Donc là, il y a un écueil et ça, c'est pas simple. La deuxième chose, c'est le côté matriciel, Ouais. extrêmement matriciel. Donc en fait, ta responsabilité, elle est sur non pas tout le revenu. Enfin, quand on parle de CRO aujourd'hui, en général, il y a et le marketing et les sales, et en tout cas tout ce qui va contribuer à la génération de revenus. Chez les boîtes américaines, pas du tout le cas. Le marketing travaille en silo, reporte à un marketing régional qui lui-même reporte à un marketing global qui reporte au CEO. Toi, tu es dans une fonction commerciale qui reporte à un régional, qui reporte à un global, qui reporte au CEO. Et toutes ces lignes-là sont séparées. Donc ça veut dire que tu n'as que du dotted line. Tu n'as pas de rapport hiérarchique avec toutes ces fonctions. Ça se passe plus ou moins bien avec les personnes. Tu arrives plus ou moins à influencer pour que ça aille dans ton sens. Et sans dire lesquels sont lesquels, mais j'ai eu des expériences où l'alignement était total. Mais oui, évidemment, on est là pour travailler ensemble, on le fait, machin. Et puis d'autres où parfois, sur un sujet, bah non, vous avez besoin que ça se fait comme ça, mais nous, on va le faire comme ça. Et voilà. Et le dernier point, c'est ce que tu pointais du doigt, je suppose, qui est le côté manque d'autonomie, parce que c'est une grosse boîte qui arrive et qui te dit c'est comme ça qu'on va le faire. Et en tout cas, moi j'ai été dans des boîtes où, alors je dis pas qu'on choisissait tout, loin de là, mais il y avait une vraie relation avec les équipes globales qu'on connaissait, qui nous demandaient notre avis. Ça veut pas dire qu'on arrivait à les influencer en permanence, mais c'était pas, il y a une grosse boîte noire aux États-Unis qui à la fin nous sort un truc qui dit c'est ça que vous faites. Il y avait une relation, un aller-retour et ainsi de suite qui permettait vraiment de le faire. Et pour la boîte chinoise, ce que j'ai découvert et que je n'avais pas anticipé au début, c'est un truc culturel. Alors que pourtant, TikTok, c'est le bras occidental de Douyin, qui est la version chinoise. Donc, en interne, tout est très occidental. T'es dans une boîte tech US, franchement. Le VP Sales, en tout cas quand j'y étais, c'était un Texan ancien de Facebook. Le siège est en Californie. Je ne sais plus si c'est San Francisco ou Los Angeles, mais tu es vraiment dans les deux choses que j'ai trouvées vraiment très dures et qui sont liées à de la culture, mais que tu ne vois pas forcément initialement. C'est donc culture start-up chinoise, c'est une culture de l'exécution avec peu, voire pas de vision strat. Et j'ai réalisé que l'absence de c'est quoi notre plan à 1 an, c'est quoi notre plan à 3 ans, c'est quoi la vision de l'entreprise sur son développement, même si parfois c'est un peu pipeau, même si ça me manquait. Et en fait, c'est une boîte qui vraiment ne faisait que l'exécution. Et j'avais lu une fois un article qui expliquait justement cette culture-là des startups chinoises, qui était elles n'ont pas le temps d'être en réactif par rapport à une nouvelle demande, un nouveau marché ou une évolution de marché. Donc, ils mettent 10 post-it au mur sur les 10 trucs qui peuvent se passer. Ils mettent tout ce qu'ils ont derrière. L'évolution, la réalité fait qu'à un moment, c'est un des 10 qui apparaît. Tous ceux qui ne l'avaient pas encore vu et qui vont vouloir pivoter pour se remettre dessus sont déjà morts. On enlève les 9 autres. On remet tout sur celui-là uniquement. Et pendant qu'on est en train de le faire, on en remet 10 autres. Et c'est reparti. Donc c'est vraiment une culture de l'exécution. Et nous, on s'est retrouvés dans des situations où d'un coup, ils ont dit on devient une boîte de perf. En 2 semaines, un produit était sorti. Le narratif, on l'a eu en 2 secondes. Enfin, une capacité à accélérer folle. Pendant 3 mois, on ne buvait que ça, le matin, le midi, le soir. À ce moment-là, depuis, ils l'ont fait et ça a été avec succès. Mais à l'époque, ça n'a pas été un succès.
on a arrêté tout du jour au lendemain. Nous, on a planté des annonceurs et ainsi de suite. Culture du OK, dont acte, on arrête tout, on bascule sur autre chose. Énorme. Et en fait, je trouve ça dur de ne pas avoir cette vision. Et l'autre chose, c'est aussi une culture où faire 70% d'un objectif, c'est avoir vraiment très bien travaillé. Intéressant. Et faire 90% de ton objectif, t'as fait un truc incroyable. Et de nouveau, je pense dans une culture occidentale où, que ça soit à l'école ou tes précédents boulots et ainsi de suite, où on t'a toujours dit, t'as bien travaillé, et donc tu fais 100%. Et presque la norme, c'est de faire plus que de 100%. 99. Et ben en fait, pendant que j'y étais, j'ai fait 11 cycles de vente. Ouais. Et j'ai fait ma target une fois. Et l'année où je suis parti, je peux pas partager de chiffres, mais typiquement, au niveau France, on a fait 70% de l'objectif. Donc ce 70, il était... Enfin, on le retrouvait. Mais psychologiquement, je trouve ça dur quand, à la fin de chaque trimestre ou bimestre, tu constates que tu n'as pas atteint l'objectif, avec beaucoup de gens qui ont quand même des profils un peu scolaires, un peu je veux bien faire, et ainsi de suite. C'est dur de l'avoir en boucle. Tu n'as pas atteint ton objectif. Intéressant. Ouais. Ok. On est presque à la fin de notre échange. Est-ce qu'il y a des dernières idées, des derniers conseils que tu voudrais partager sur ce rôle de country launch et comment tu es devenu, toi, un serial country launcher, en fait? Comment je suis devenu? Je disais, j'ai un peu tout fait, et puis le jour où l'opportunité est arrivée, j'étais prêt, j'avais les bons outils pour le faire. J'ai oublié la formulation exacte, mais un truc sur la chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. C'est peut-être pas je la connais pas, mais j'adore. la formulation exacte. C'est il a eu de la chance de trouver ce job. Non, il a préparé, et quand l'opportunité arrive, il est capable de la maximiser. Je parle pas de moi à la troisième personne. Hein. C'était dans mon exemple. C'est OK. Je me suis perdu, en réalité. La préparation, ce qui se passe avant. Et après, le serial, je pense que c'est juste un biais très français, ou peut-être même occidental. En fait, une fois que tu as fait quelque chose, quand on vient frapper à ma porte, maintenant, c'est rarement pour me dire, je sais même pas quelle bêtise je pourrais dire, mais pour dire, est-ce que vous voulez pas diriger un hôpital? Enfin, toi, on vient me voir pour me proposer de faire ce que j'ai déjà fait. Voilà. Et donc, tu le deviens avec tes expériences que tu construis au fur et à mesure. Exactement. Et j'ai changé mon narratif en disant « je suis un serial », qui n'était pas ma vocation, qui n'était pas mon envie initiale. Mais maintenant, comment je me pitch? Oui, je le dis, sauf quand je veux faire autre chose. Et dire, certes, j'ai fait ça, mais en fait... Je sais aussi faire ça. je suis aussi quelqu'un d'autre. Mais oui, c'est comme ça que tu le deviens, je pense. L'importance quand même C'est marrant parce que dans ce que tu dis, tu as l'importance des choix de tes expériences pour devenir du coup cette figure du lancement de marché en France. Tu en as fait plusieurs, donc par défaut, tu le deviens. Et en même temps, c'est hyper intéressant de t'écouter parce qu'on a l'impression que ça a été plus de l'opportunité et de la curiosité qu'un chemin. Complètement. Et je ne suis pas du tout quelqu'un de carriériste. Et donc, je n'avais vraiment pas... Le plan. Le plan. Et c'est vrai que je lis souvent dans des livres de développement personnel ou dans des posts et ainsi de suite, ce côté, il faut que vous sachiez qui vous voulez être à 1 an, à 3 ans, à 5 ans. Ouais. Il y a peut-être des gens pour qui ça correspond bien, et tant mieux pour eux. Je n'érigerai pas ça en vérité absolue, et que parfois, juste suivre ce qui nous plaît à un instant T en disant, en fait, j'aimerais bien faire ça. Ça marche. Voilà. Tant qu'on fait des choses qu'on aime bien et qu'on n'est pas trop bête à l'origine, en règle générale, c'est des endroits où tu vas bien travailler. Donc, on va te repérer comme étant un talent. Donc, ça va te faire progresser. Mais donc, tu ne l'as pas fait parce que tu voulais progresser. Tu es allé dans un endroit où tu te dis,
c'est trop cool. J'aime les gens avec qui je le fais, j'aime le taf, il y a des perspectives. J'y vais. Et parce qu'il y a tout ça, tu fais de ton mieux, t'es repéré, on te donne le truc d'après, et là, tu recommences. Et c'est vrai que aller trouver le challenge d'après qui te met un peu des papillons dans le ventre en mode je l'ai pas fait, mais j'ai très envie. Voilà, c'est comme ça que tu progresses. Merci beaucoup, Grégory, pour ton temps. De rien. Et on te souhaite de très belles nouvelles aventures de Serial Country Launcher dans la suite. Et si je peux rajouter une dernière petite chose, si vous voulez lancer correctement un business commercial en France, faites confiance à Elio. Merci, Grégory. Pour vous accompagner. Merci beaucoup. On est là, on Voilà. le fait, n'hésitez pas.